chers passionnés de l'eau, bienvenue au calendrier de l'Avent Génie. Ho, ho, ho! Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode du calendrier de l'Avent Géniaux. Aujourd'hui, je voulais vous parler un peu des eaux souterraines. Quand on parle d'eau souterraine, souvent c'est facile de s'imaginer des lacs et des rivières souterraines, un peu comme dans Voyage au centre de la Terre, parce que c'est ce qu'on est habitué de voir autour de nous. Mais en fait, c'est pas du tout comme ça que ça se passe sous la terre, dans le sol. En fait, l'eau va être stockée dans les petits espaces appelés pores entre les sédiments. On peut s'imaginer un des bacs à sable en plastique pour enfants, les tortues vertes, qu'on viendrait arroser. L'eau rentrerait alors dans les pores du sable, et si on n'arrose pas trop, on va se retrouver dans le fond du bac avec une zone qui est saturée en eau, et le dessus qui est, mouillé, mais non saturé. Dans le jargon, la zone saturée va être appelée la nappe phréatique, et la zone non saturée sur le dessus va s'appeler la zone vadose. Techniquement, la surface de la nappe phréatique est appelée le niveau phréatique, mais souvent, le terme nappe phréatique va être utilisé à la fois pour le volume et le niveau de la nappe. Bon, maintenant qu'on a une idée un peu plus claire de comment l'eau se retrouve dans nos sols, on peut comprendre qu'à grande échelle, c'est beaucoup plus compliqué qu'il n'y paraît. Déjà, l'eau circule dans deux directions principales selon la zone. Dans la zone vadose, l'eau va chercher à remplir la nappe, donc elle va circuler à la verticale. Mais dans la nappe phréatique, l'eau cherche en quelque sorte à s'échapper, donc elle va circuler principalement à l'horizontale. C'est comme si on perçait un trou de drainage dans notre bac à sable de tantôt. L'eau va lentement s'écouler par celui-ci, et donc l'eau va chercher à s'écouler un peu à l'horizontale. Ensuite, on peut bien s'imaginer que dans la vraie vie, il n'y a pas juste du sable dans nos sols. On a aussi du roc, de l'argile, du limon, etc. On peut par contre les regrouper en deux grandes catégories. L'aquifère, qui est la partie du sol dans laquelle l'eau circule relativement facilement, et l'aquiclude, la partie du sol qui est plutôt imperméable et qui va empêcher l'eau de circuler. En général, une nappe phréatique va être composée d'un aquifère au-dessus d'un aquiclude, donc de notre bac à sable au-dessus d'une couche imperméable. Par contre, il arrive qu'on va avoir un aquiclude dans la zone vadose, la zone non saturée, qui va venir intercepter et accumuler de l'eau au-dessus de la nappe phréatique principale. C'est ce qu'on va alors appeler une nappe perchée. Il arrive aussi qu'on va retrouver un aquifère en sandwich entre deux aquicludes, avec un point d'entrée pour l'eau à une de ses extrémités, en hauteur, comme en flanc de montagne. L'eau rentre alors dans l'aquifère, mais ne peut plus vraiment ressortir. C'est ce qu'on appelle une nappe confinée. L'eau peut alors accumuler de la pression, et c'est avec ce type de nappe qu'on va avoir des puits artésiens, soit des puits où l'eau sort toute seule à cause de cette pression. Finalement, pour revenir à ma première affirmation sur les rivières et lacs souterrains, on peut en fait en retrouver dans des réseaux de grottes. Par contre, pour que ces réseaux se forment, ça prend de l'eau qui s'infiltre dans un sol soluble, comme certains calcaires, et qui va, au bout de milliers d'années, dissoudre tranquillement le sol, élargissant les craques dans lesquelles il s'était initialement infiltré en grottes et en couloirs beaucoup plus larges. Voilà, j'espère que j'ai réussi à démystifier un peu les eaux souterraines et je vous dis bonne chance dans la vie.